Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet entretien. La fin d'année 2020 aura été pour le Niger marquée par des élections. D'abord les municipales et régionales, puis 2 semaines après la présidentielle et les législatives. Et puisque la présidentielle n'a pu connaître un élu dès le premier tour, dans quelques semaines, ce sera un nouveau rendez-vous des urnes pour départager les deux premiers. Dans un contexte où les attaques terroristes sont monnaie courante, tout ça n'a peut-être pas été simple à gérer pour les observateurs qui sont sur le terrain. Parmi eux, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP. Nous recevons son coordonnateur régional pour débriefer cette période électorale jusqu'au lendemain du premier tour de la présidentielle au Niger. Monsieur Julien Oussou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir. On vous retrouve en présence en studio après le rendez-vous au Ghana et en Côte d'Ivoire, et toujours dans le même rôle, comme je le disais en introduction. Nous allons débriefer cette période électorale que le Niger a connue jusqu'ici. Quand on est une organisation qui milite pour l'édification de la paix, et qu'on est dans un pays qui doit, dans un contexte terroriste, disons les choses comme ça, organiser des élections, à quoi donne-t-on priorité, dites-nous, M. Rousseau? Merci beaucoup. Non, le contexte impose les priorités. Dans le cas du Niger, puisqu'on est au Niger, c'est les élections, parce que c'est un rendez-vous constitutionnel. Et il faut éviter que le pays se retrouve dans un vide constitutionnel parce qu'il faut passer le pouvoir. Mais il faut alors poursuivre l'objectif élection tout en sécurisant le processus. Faire en sorte que le processus se déroule et que les résultats puissent sortir des urnes pour passer, disons, la main et le pouvoir. Et donc, il faut coupler, qu'on le veuille ou non, les priorités. La priorité est double en ce moment-là. Élection, mais dans un environnement sécurisé. Et on sait que dans d'autres pays, les terroristes ne sont pas loin. Ils cherchent toujours à perturber ce processus électoral, qui est quand même un rendez-vous, un moment où tous les regards sont focalisés sur le pays. Oui, et ce qui est bien, c'est que les élections sont disons, des processus planifiés. Nous avons eu le cas du Burkina où, malgré toutes nos craintes, on est arrivé à avoir une élection sans, disons, attaque ou sans manifestation des extrémistes le jour du scrutin. Et donc, on pouvait espérer que les acteurs, du point de vue de la sécurisation du processus, travaillent à, disons, avoir le déploiement qu'il faut et les présences qu'il faut là où il faut. Effectivement, les analyses, les cartographies ont permis à ce que les forces de sécurité du Niger ont pu se déployer. Et donc, effectivement, ce travail fait a permis d'avoir le scrutin et sans avoir des attaques. Nous savons tous que les terroristes, les djihadistes ne perçoivent pas les élections comme moyen de dévolution du pouvoir. Et donc, ils tentent souvent de discréditer ou même d'empêcher la tenue de scrutin. Mais ça s'est passé. Si on prend la question de sécurité comme une question fondamentale, ça arrive à mitiger ou à atténuer les risques sécuritaires autour. Avant le premier tour de la présidentielle, le Niger n'aura pas connu une période préélectorale sans grogne. L'authenticité de la nationalité du candidat du parti au pouvoir était un des sujets à polémique. Un arrêt de la Cour suprême a providé le sujet. Ce n'est pas évident que dans les cas, on ait tourné la page. Est-ce qu'il n'y a pas crainte que plus tard, on récupère ce sujet? Merci beaucoup. Vous voyez, avant même que la question de la nationalité du candidat du pouvoir ne vienne, tout le monde a déploré, par exemple, le déficit de dialogue qu'il y a eu dans le cas du Niger et au point où le cadre de dialogue politique qui existait avait été boycotté par les différents acteurs. On a vu aussi la question de la candidature de Hama Amadou qui, à un moment donné, disons, insistait et résistait à ce que la loi et les règles électorales puissent l'empêcher de participer. Mais au finish, disons que la question, elle est peut-être juridiquement ou au plan légal, parce qu'il y a une décision de la Cour qui est sortie, la Cour constitutionnelle qui est sortie, elle est peut-être vidée. Mais politiquement, elle va revenir parce que les acteurs politiques sont sur le terrain, l'opposition est là, ceux qui ne veulent pas de lui sont là. Il y a même certains acteurs de la société civile qui sont mobilisés autour de la question pour dire que, voilà, il faut regarder cela parce que même s'il a été ministre, même s'il a été député, ici, il s'agit de représenter disons, la nation nigérienne. Peut-être socialement aussi, sociologiquement aussi, la question peut revenir. Et je pense, de mon point de vue, que les campagnes pour le second tour vont servir
disons, de créneau encore pour les acteurs politiques d'agiter un peu la question. Même si la Cour a vidé la question, le citoyen peut continuer pas en débattre. Il faut juste craindre que cela ne pousse les Nigériens à tomber dans le scénario de la Côte d'Ivoire où il faut, disons, le et ou le ou. Vous voyez, c'est une démarche comme ça qui évolue dans le cas du Niger et il faut faire très attention. Savoir faire le débat, mais savoir jusqu'où y aller dans ce débat-là parce qu'ils auront besoin de tous ceux qui peuvent contribuer pour le développement du Niger. En attendant le second tour, quel bilan pourrez-vous faire du premier tour? Disons que si on regarde le processus tel qu'il s'est passé, on peut se rendre compte de ce que le fait d'avoir organisé les élections locales avant la présidentielle a aidé un peu les acteurs dans la conduite du processus. Et donc nous avons sur le terrain déployé 350 observateurs avec environ 70% de femmes. C'est déjà un signe de ce qu'il y a une certaine, disons, confiance pour que les femmes se déploient à aller observer et que les femmes sortent pour voter. Globalement, en termes de déroulement, c'est vrai que la CENI, dans sa planification, il y a eu beaucoup de retard, quelques retards. Nous avons noté à 40% de nos positions que les bureaux n'ont pas ouvert à l'heure. Des retards qui vont de quelques minutes jusqu'à 2 heures, à 2 heures de temps, qui se sont répercutés sur la clôture. Mais globalement, le processus de l'ouverture, ça s'est bien déroulé. Pendant le déroulement, nous avons visité environ 1200 bureaux de vote de par nos observateurs. Ils étaient 350, mais chacun avait un certain nombre de bureaux de vote à observer. Nous avons observé aussi la clôture. Vous voyez, il y a le fait que quand on commence à 8 heures et qu'on finit à 19 heures, la nuit a surpris le processus de dépouillement. Jusqu'à 2 heures du matin, des bureaux étaient encore en train de dépouiller. Notre nuit électorale a duré pendant tout ce temps. Mais ça s'est très bien passé. Nous avons noté des dysfonctionnements, nous avons noté quelques irrégularités, mais de façon isolée. Nous avons noté même des tentatives, disons, d'achat de conscience le jour du scrutin, d'achat de vote, et ainsi de suite, mais pas quand même de nature à vraiment empêcher que le processus se tienne. Et à la grande satisfaction de tout le monde, il n'y a pas eu d'attaque. Il n'y a pas eu d'attaque, donc la question sécuritaire n'est pas venue, disons, ce jour-là. C'est, disons, le fruit du travail de la sécurité, des acteurs de la sécurité. L'élection s'est passée, 0 blessé, 0 mort. Et déjà, parlant d'élection, le président sortant n'était pas candidat, même s'il y a un dauphin qui est candidat, qui est sur la liste. Cette absence, a priori, du président sortant, cette absence, est-ce qu'elle a été un facteur déterminant dans la tenue pacifique de ce scrutin? Je pense que si le contraire était, on aurait vu beaucoup de tensions, qu'on le veuille ou non. S'il était candidat à sa propre succession, malgré le fait qu'il ait vidé ses deux, disons, mandats constitutionnels, on aurait eu beaucoup de tensions. Et peut-être ça aurait donné, disons, des ouvertures pour les questions d'insécurité de s'y greffer, pour les djihadistes, les terroristes de s'y greffer. Il faut reconnaître, quand on sait ce qu'un troisième mandat a suscité dans d'autres contextes, dans d'autres pays, et toute la tension que cela a agrégée autour des processus électoraux, il faut reconnaître que le fait qu'il ne soit pas parti candidat, qu'il n'ait pas tenté même d'être candidat à un troisième mandat, et le fait qu'il ait annoncé très tôt pour dire qu'il ne sera pas candidat, et qu'il ait suivi, disons, ou honoré sa promesse, a sûrement aidé à ce que disons, le contexte préélectoral soit resté celui que nous avons vu, même quand il a un dauphin et que le dauphin a beaucoup travaillé, qu'il a travaillé avec le dauphin, il faut reconnaître qu'il y avait très peu de tensions pendant la campagne électorale. On n'a pas noté d'incidents. Globalement et visiblement, il faut reconnaître que les troisièmes mandats apportent leur lot de tensions et de difficultés dans les processus électoraux, surtout si les constitutions limitent à 2. Un second tour est en vue au Niger. On a connu un premier tour. C'est une première, j'allais dire, dans ces dernières élections qu'on a connues dans la sous-région ouest africaine. Est-ce qu'il y a toujours sur le terrain quelques indices qui donneraient des sueurs froides? Oui, je dirais oui, même si je le mettrais en griffe, parce qu'il faut froidement analyser les contextes et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour atténuer les risques. Vous voyez, dans ce jeu de second tour qui va se passer, il y a Ama Amadou qui est, disons, en train de soutenir celui qui est venu en deuxième position.
même quand on se rappelle, disons, l'expérience de cohabitation entre Ama Amadou et Ousmane dans les années 93-95, mais il y a le risque que Ama Amadou voit ce second tour comme une occasion de revanche ou une occasion de combat, de lutte politique qu'il n'a pas pu faire parce qu'il n'a pas été candidat. Et donc, si Ama Amadou se rentre dans ce jeu et mobilise ses militants à la base pour rentrer dans ce jeu de dire c'est notre, disons, occasion rêvée de combattre le pouvoir qui nous a combattu, qui nous a empêché d'aller aux élections, il se peut qu'il y ait des clashs, et qu'il y ait des clashs violents entre les deux camps sur le terrain, parce que là, ça se joue entre deux camps. Disons, un camp, le camp de l'actuel président avec son dauphin, et l'autre camp, disons, soutenu par le principal opposant. Des risques sont là, mais il faut y travailler, et c'est peut-être pour ça qu'il faut véritablement commencer par regarder ces aspects-là et voir quelle est la posture que serait en train de prendre Ama Amadou et celui qui est venu en deuxième position. En tant que WANEP, on travaille déjà activement à cela? Oui, parce que l'un des éléments, parmi les éléments clés sur lesquels il faut regarder, c'est d'amener les deux acteurs, sinon les deux candidats au second tour, à vraiment opter pour la non-violence, à communiquer la non-violence, à donner l'exemple de la non-violence, mais après les amener à respecter les résultats qui seront issus des urnes, mais surtout à s'engager et à promettre ou à s'engager véritablement à utiliser les voies légales de recours dès qu'on ne va pas s'entendre sur les données qui vont sortir de là. Parce que s'ils ne le font pas, ça peut, disons, prendre à la base au niveau des militants. Mais s'ils s'engageaient, qu'ils travaillent à cela, et c'est la logique dans laquelle WANEP est, et WANEP se prépare pour aussi redéployer son effectif et son dispositif de salle de situation électorale pour le second tour. Julien Oussou, je rappelle, vous êtes coordonnateur régional du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. En sigle, en anglais, on parlera de WANEP. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour faire ce débriefing sur le processus électoral au Niger jusqu'au lendemain de ce premier tour. On suit les choses pour ce second tour qui est annoncé pour le mois de février déjà. Nous espérons que tout se déroulera dans la paix, malgré le contexte de menaces terroristes qui continue toujours. Merci encore une fois, M. Rousseau. C'est moi. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est donc tout déjà pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Sika TV.